Quand on vient me demander quel film est mon préféré, je me retrouve souvent incapable de trancher. Il y a tellement de variétés en termes de propositions, d'univers, de genres et aussi et surtout d'attachement personnel que mettre un piédestal sur mes propres goûts me paraît impossible. Pourtant, s'il y a bien une réponse qui revient constamment dans mon esprit, et ce depuis toutes ces années, c'est bel et bien la saga Dragon. Et si je commence avec cette information, c'est parce que je pars avec un a priori en ce qui concerne le film d'aujourd'hui. La trilogie originale et surtout son premier volet sont des métrages qui sont importants à mes yeux et que je connais presque par cœur. Il y a quelques années, quand est arrivée l'annonce d'un remake live action, j'étais décontenancé en plus d'être énervé. Non pas parce que je suis contre qu'on change une œuvre que j'aime, mais parce que je ne supporte plus cette démarche de refaire des classiques d'animation en live. C'est maintenant une mode de Disney qui n'a fait que prouver qu'elle était inutile, absurde, mais lucrative, et je ne voulais pas voir ça arriver chez DreamWorks. Puis j'ai eu un mélange d'espoir naïf teinté d'interrogation et de crainte. Tout de même, c'était une première fois pour DreamWorks, et on n'avait pas de vraies preuves que ça pouvait être aussi mauvais que la concurrence, que ça pouvait mal tourner. Et avec le retour de Dean DeBlois, un des réalisateurs du premier volet, j'aimais bien imaginer qu'il pouvait tenter de donner une leçon à Disney en proposant un vrai bon film bien pensé, en plus d'être un remake. Parce qu'il ne faut pas oublier que les remakes ne sont pas foncièrement mauvais. Je pense que ce qui participe à la mauvaise réputation du terme dans l'inconscient collectif, c'est parce qu'il est relié à l'inutilité pure, à une absence totale d'intérêt, et comment blâmer après tout? Mais l'histoire du cinéma a été façonnée par des films cultes qui ont réadapté, officiellement ou non, d'anciens récits. Il ne suffit pas juste de s'affranchir de l'original, mais qu'un auteur propose une nouvelle vision, une nouvelle manière d'explorer les thèmes, son contexte, de corriger certains points ou de remettre d'actualité. Donc déjà, est-ce que Dragon avait besoin d'un remake? Non, clairement pas. Une réadaptation du livre, pourquoi pas, mais le film a à peine 15 ans. Il y a bien quelques plans qui ont mal vieilli ici et là, mais rien qui ne vaut le coup d'en faire un remake. Il est toujours autant contemporain. Même si mon maigre optimisme s'est frité avec le temps, au vu des propos de l'équipe sur la direction du métrage, j'avais toujours un très faible espoir. Je déteste l'idée d'un remake live, mais l'idée d'un bon film surprise me faisait envie, voire même, à la limite, juste un plaisir simple et stupide de revisionner plan pour plan ce que j'aime. Donc au final, qu'en est-il? C'était pas très bien. Pour faire simple, ce remake n'apporte rien, ne propose rien, si ce n'est qu'une vague ressuscitée de nostalgie sans changement vraiment marquant ou nécessaire. On a presque l'exact même scénario, un mauvais copier-coller de l'original dont tout est mis en œuvre pour rappeler ce qui a déjà été fait. Alors oui, mon avis est biaisé complètement, je savais en amont que mon attachement avec l'œuvre de 2010 allait résulter en un visionnage potentiellement compliqué. Toutefois, je trouve ça très intéressant de se poser la question de comment traiter un film comme ça. Après tout, il n'y a pas, ou ne semble pas avoir, d'intention de raconter quelque chose de nouveau, de changer son propos, simplement de reprendre les mêmes bases et les refaire en prise de vue réelle avec des acteurs en costume. Malheureusement, la comparaison est inévitable, les seules qualités viennent du fait qu'il y avait un bon film original derrière et qu'il ne s'en détache jamais totalement. S'il reprenait plan pour plan son modèle animé, un vrai copier-coller j'entends, on pourrait dire que c'est un film inutile, mais pas indéniablement mauvais, parce que ça reste Dragon. Cependant, le film de 2025, même avec une base très similaire, effectue quelques modifications, que ce soit au niveau de la mise en scène ou du scénario. C'est donc pour ça que je pense que ce qui mérite d'être abordé reste ces changements et surtout juger le passage de format et l'adaptation de la technique. Il faut comprendre pourquoi Dragon version 2025 est moyen, mais aussi et surtout comprendre pourquoi est-ce qu'il est moins bon que l'original. Comme je l'ai dit, c'est grosso modo la même trame. Dans un monde où les vikings et les dragons s'affrontent depuis des générations, Harold, le fils du chef, est à l'antipode du reste de sa tribu bâtie sur la force. Initié par une volonté d'intégrer leur monde, il finira au contraire par se lier d'amitié avec Croque-Mou, un dragon mystique qu'il a lui-même blessé. C'est alors qu'il va remettre en doute la conception de la société dans laquelle il vit. S'il y a quelques similarités ci et là, je ne peux pas vraiment dire que la réalisation de Dean DeBlois soit identique, et elle est même franchement en dessous de sa version animée, ce qui est un comble quand même pour l'un des créateurs de la saga. D'un point de vue du rythme, le montage est par moments beaucoup trop rapide, et la narration visuelle en pâtit, ça se voit par exemple lors de la scène d'introduction, quand le village est attaqué. Cette séquence est censée introduire l'univers, en effectuant une évolution progressive de la classe et des dangers des dragons, passant d'espèces de plus en plus redoutables, jusqu'à l'apothéose de l'animal que personne n'a jamais vu. Ici, la présentation n'est pas fluide, aussi bien dans son exposition que sa mise en scène, et elle ne monte pas assez longtemps à l'image des créatures, ne laissant donc aucune place à l'iconisation. L'arrivée du cauchemar monstrueux, par exemple, est censée donner l'impression de boucler la boucle. C'est la première créature qu'on voit, et quand il réapparaît, on peut penser que ça sera aussi la dernière à être introduite, d'autant plus à quel point il semble féroce. Cette illusion est brisée quand il se fera détrôner par l'attaque d'un dragon que personne n'a jamais vu, qui parvient même à faire fuir ce qui était défini pour le moment comme étant la plus grande menace. Mais comme ici l'action est beaucoup trop rapide, l'arrivée de la furie nocturne semble presque banale. Tout au long du film, on est sur un style qui se met beaucoup plus à hauteur d'homme, avec une sorte de sensation caméra-épaule pour, je suppose, donner une impression de réalisme.
Et vous allez voir que je vais malheureusement beaucoup sortir ce terme, étant l'un des défauts créatifs les plus importants et discrets de l'œuvre. Parce qu'entre autres, parfois cette recherche de réel est contre-productive. Les scènes de vol par exemple sont moins parfaites, moins millimétrées, moins lisibles, et moins prenantes. Pour quelques séquences aériennes prenant place au début, ça marche. Quand Harold et Croque-Mou tentent de voler pour la première fois, les personnages ont du mal à rester dans le cadre, comme si la caméra avait de la difficulté à les suivre, tout semble en brouillon parce que justement, à ce moment-là, leur technique est faillible. Mais fallait pas garder ça tout du long, ça avait un sens que ce ne soit pas comme ça à l'origine. Ces scènes de voltige nous montraient le duo se rapprocher, se comprendre au fur et à mesure, s'unir pour former un tout, d'où le fait que c'était si propre, sans pour autant perdre le grandiose. Ici, on est dans une manière de faire se rapprochant beaucoup plus du parc d'attraction, forçant sur l'immersion et les sensations de vol, au détriment de ce qui est important. La composition du cadre n'est pas toujours bien pensée. Sur ce point, je ne fais pas qu'un parallèle avec ce qui a déjà été fait, c'est un souci indépendant à cette version qui, même sans comparaison, est discutable. Déjà, il y a un vrai problème dans la gestion des échanges visuels. Tout d'abord, entre les acteurs et les créatures numériques, on n'a pas toujours l'impression que les personnages les regardent vraiment, c'est pas tout le temps bien exécuté. Mais ce défaut réside également dans des scènes de discussion anodines ou pour de simples gags. Dans des situations de quiproquo, on ne montre pas les visages et les réactions quand il le faut, le timing est mauvais. À de nombreux moments dans le film, ça peut arriver que le montage interrompt brusquement la proximité des protagonistes en s'éloignant d'un coup le temps d'un plan et sans raison particulière. Ça se produit souvent lors des scènes d'émotion, ce qui est contradictoire, on est censé être avec eux, proches. Et si c'était pour donner une sensation de fatalité, de perte de repère ou qu'ils aient l'impression d'être bloqués à cause d'un dilemme ou autre, ça ne dure pas assez longtemps et c'est pas appuyé. Certains de ces problèmes viennent de la transition entre l'animation et le live action. Le changement de médium apporte du positif et du négatif. Visuellement, j'ai quelques soucis avec le film, je ne le trouve pas assez coloré, un peu trop marron ou gris, et parfois avec la présence de fonds verts bien visibles ou de plans ressemblant plus à des brochures touristiques qu'autre chose. Mais je n'ai rien à reprocher aux costumes, ils sont magnifiques et je pense que c'était la meilleure retranscription de leur équivalent animé. Il fallait également adapter des chara-designs grotesques à la moulinette du réel, et ça passe ou ça casse. Si dans le film de 2010 tout est accentué pour montrer qu'Harold est différent, avec son apparence frêle en comparaison du reste du village, on ne peut pas nécessairement retranscrire ça aussi visiblement dans ce format et ce cadre réaliste. Le médium de l'animation reste avant tout beaucoup plus visuel et peut se permettre de proposer des designs caricaturaux et exagérés sans qu'on les questionne. Donc je ne jette pas complètement la pierre au film que cette différence soit si peu prononcée. En revanche, je ne comprends pas pourquoi la réalisation n'accompagne pas ça. Dans des moments où Harold est censé être pathétique, désorienté ou dans des situations où il n'est pas à l'avantage, il est souvent montré en contre-plongée où la mise en scène oublie de cacher que l'acteur est plus grand que les autres. Ça revient avec ce que je critiquais sur le découpage technique, les regards et la place du personnage dans le cadre qui n'est pas cohérent avec ce que raconte l'histoire et son déroulé. J'ai l'impression qu'il ne semble y avoir qu'une bête retranscription de certains gags sans trop de réflexion sur pourquoi ils fonctionnaient à l'origine. Comme quand Harold essaie de se rendre sérieux et imposant en tentant d'être plus grand que Guilford, il est censé avoir un décalage ridicule entre le design et l'effort d'Harold qui a été voué à l'échec. There will be consequences. I'll take my chances. Mais comme ici les deux acteurs font presque la même taille, la blague fonctionne moins. There will be consequences. Wow! I will take my chances. En général, la plupart de l'humour basé sur le visuel ou sur le rythme ne marche pas, et ce à cause d'un dénominateur commun, leur mauvais timing et la diminution de la punchline. À cause de l'absence du dynamisme de l'animation, la retranscription réaliste crée un véritable décalage qui ne donne pas le résultat attendu. Je dis pas que c'est impossible à reproduire en live action, jusqu'ici c'est mal fait. Toothless. I could have sworn you had. Toothless. It's okay. I won't hurt you. On peut vite venir à se poser la question, et s'il n'y avait pas de film d'animation derrière, est-ce que la direction artistique ressemblerait à ça? Parce qu'une certaine dissonance nous saute aux yeux. La direction d'acteur impose des réactions cartoonesques, où Mason Thames et Nick Frost donnent quasiment l'impression de sortir d'un autre film. Pour les lieux, on fait coexister des paysages dignes de cartes postales, à son village et son arène avec de gros blocs en carton-pâte. Les décors sont loin d'être désastreux et sont même plutôt fournis, mais ressemblent presque à du parc d'attractions. Je ne saurais dire si c'est volontaire ou non, mais ça crée un déphasage. Les créatures, elles, sont restreintes par cette volonté de réalisme qui fait perdre sa magie à l'univers. Là où on avait plusieurs races de dragons, comportements différents et définis, ici ils sont lents, moins vivants, moins animal et moins grandioses, et c'est Croque-Mou qui en pâtit le plus. Son design a été repris presque tel quel, mais on ne retrouve qu'en surface la personnalité qu'il pouvait avoir en animation. Ses yeux n'expriment presque rien et il n'est que très peu expressif. Les rares moments où il paraît en vie sont dus à son sound design, mais pas au visuel. Les effets spéciaux sont réussis dans l'ensemble, mais c'est plutôt l'exécution qui peine. On peut avoir un Croque-Mou très bien incrusté, mais comme les acteurs ne semblent pas toujours le regarder et qu'il manque cruellement d'expression, il ne paraît pas complètement exister. Et avoir une créature principale qui montre aussi peu de personnalité et d'âme affecte malheureusement le duo, et c'est pas aidé par les changements de l'histoire. Au premier abord, il ne semble y avoir que de très légères altérations, des dialogues ci et là qui disparaissent tandis que d'autres sont rajoutés autre part, mais l'accumulation de ces petites modifications impacte le scénario. La relation entre Harold et Croque-Mou ne marche que très peu, parce que beaucoup trop de répliques ou de subtilités qui définissaient leur dynamique et leur duo ont été retirées, tout comme la disparition de petits segments donnant du corps à leur amitié
amitié, uniquement pour se concentrer sur l'essentiel. Je pense que la scène la plus stupidement enlevée reste celle de la plage, prenant place juste après le vol principal. Ça ne semble être qu'une séquence anodine où Harold et Croque-Mou mangent avant de se faire interrompre par des dragons, mais elle est essentielle pour deux raisons. Quand Croque-Mou fait exploser une terreur terrible, on amorce la façon dont ils vont vaincre la menace principale dans le climax, et c'est aussi ici qu'Harold se rend compte que les Vikings avaient complètement tort sur tous les dragons. Everything we know about you guys is wrong. Dans le film de 2025, cette réflexion est introduite bien trop tôt, avant même qu'il crée un lien avec Croque-Mou, et elle est juste balancée comme ça. Donc en retirant cette scène, on n'enlève pas juste un moment de vie entre un viking et un dragon, on enlève un setup pour ne garder que le payoff et un développement de personnage avec une réflexion importante arrivée anormalement en avance. Et le pire, c'est que je suis quasiment sûr que ça a été enlevé à cause du gag ayant certes un rôle majeur, mais beaucoup trop cartoon pour rentrer dans la ligne artistique réaliste. Comme si c'était pensé pour de l'animation à la base. Parmi d'autres conséquences de ces changements, il y a aussi la diminution de la relation entre Harold et Stoic. Là c'est intéressant parce que je suis à la frontière entre l'idée que je me fais du film original et ce que le remake en fait. Stoic est présenté comme plus sensible, affichant plus d'émotions qu'une figure de force, se souciant davantage de son fils et la tournure du dialogue l'amenant au nid étant très légèrement modifiée. Ce sont presque des changements superficiels, mais pour moi ça donne l'impression de lisser les conflits familiaux et d'amoindrir la puissance du climax. Là où l'acte final était initié par un aveuglement face aux avertissements de son fils dicté par l'ego d'un chef, ici son départ n'est réduit qu'à la colère d'une trahison, ce que je trouve bien moins percutant et signifiant pour la menace. J'aimais bien imaginer la mort rouge comme étant une représentation de ce que Stoic pouvait devenir, un être rongé par la colère, dicté par la force, irraisonnable et inarrêtable. L'apothéose de ce que représente ce film est contenue pour moi dans sa scène la plus mythique, la scène de vol principale entre Harold et Croque-Mou. Elle a beau être allongée, elle n'atteint jamais les sensations que pouvait procurer l'original, tout d'abord à cause de certains rajouts inutiles, et pas forcément dans la séquence en elle-même. Avant celle-ci, le montage alterné montrant leur entraînement est rendu beaucoup plus long et spectaculaire qu'à l'initial, les personnages quittant les alentours de la baie pour voler entre les falaises. Et comme expliqué avant, le manque d'évolution notable de mise en scène pendant les séquences aériennes n'aide pas. Ici on fait face à plusieurs moments similaires réduisant l'impact voulu, aucune progression n'est ressentie et cette séquence mythique se confond parmi les autres, devenant moins prenante et perdant son aspect unique. En ce qui concerne les changements intrinsèques de ce passage, il y a plusieurs dialogues entre les personnages qui ont été supprimés, résultant encore plus du manque d'alchimie entre eux. Croque-Mou montre moins d'émotion et la réalisation, même si plus ou moins similaire, ne contient pas toutes ces subtilités. Pour prendre un exemple simple d'un élément qui a été retiré, dans l'original, durant leur chute, la montagne prend de plus en plus de place en arrière-plan, une manière de faire comprendre qu'ils se rapprochent du sol et que la situation devient urgente. Les compositions magnifiques de John Powell sont reprises presque à l'identique, mais décalées. À la fin, il y a jusqu'à même plusieurs secondes de retard sur ce qui est censé être l'apogée de la séquence. En bref, cette scène de vol à l'origine parfaitement millimétrée dans son exécution est affaiblie par des changements superficiels, amenant à un manque de satisfaction, d'émerveillement, de tension ou de magie. Le film est plus long et paradoxalement moins riche. Si je trouve que la réalisation est moins réussie, c'est parce qu'elle ne sous-entend et ne raconte pas grand chose, et met trop l'emphase sur des dialogues surexplicatifs de ce qui est en train de se passer. Étirer quelque chose qui n'avait pas besoin d'être allongé amène à des lacunes. Si tous mes commentaires sont centrés sur le fait que ce film est bien moins pensé, moins beau, moins abouti et moins puissant que le film original, le tout juste dans une volonté de le refaire avec une sauce réaliste qui va droit dans le mur, quel est l'intérêt d'en parler? Quel est l'intérêt de le voir? Et quel est l'intérêt de l'avoir fait? Eh bien j'ai presque aucune réponse si ce n'est la nostalgie, titiller le public à se souvenir de son enfance et à le ramener en salle pour proposer une version moins bonne d'un film qu'ils connaissent déjà. Mais au moins c'est dragons. Dragons sans âme, mais dragons. Et est-ce qu'on a vraiment envie de visionner des œuvres moins qualitatives par désir de revivre le passé? Si je suis négatif, c'est évidemment parce que je suis biaisé et que je connais par cœur le film de 2010, mais aussi parce que je déteste ce que représentent les remakes live action. Et vous savez quoi? Je suis pas le seul. I don't even like the trend of live action remakes, but I don't want to see somebody else's version of this because it's important to me to keep the heart and keep the soul. Didn't want to be one of those disappointing remakes that we're all accustomed to. And I don't like the trend. Like, as an animator, I don't like seeing animated classics being replaced by lesser than live action films, which is often the case. Ces films, volontairement ou non, participent à l'idée que les films d'animation ne sont pas du vrai cinéma. Comme s'ils n'étaient qu'un simple brouillon de ce que serait un vrai film, ce qui est assez ironique vu qu'aucun d'eux n'arrive vraiment à la cheville de leurs aînés. Et on peut aussi se questionner sur l'héritage de ces œuvres à long terme. Est-ce que d'ici quelques années on se souviendra de ces versions, ou ce n'est qu'un simple plaisir d'aujourd'hui éphémère, une tendance de quelques mois qu'on aura vite oublié au profit de leur modèle? Ce long métrage hurle pour être un film d'animation, en reprend majoritairement la même direction artistique, l'humour, l'acting et les mouvements exagérés, sans que ça réussisse son passage de format. Dragon 2025 n'est pas un film, c'est un produit, une campagne marketing pour un nouveau parc d'attractions. Destiné uniquement à raviver un souvenir, il n'a ni l'intention d'un quelconque sens de nouveauté, d'un nouveau traitement, et surtout n'a pas la volonté de l'auteur
réalisateur de raconter quelque chose qu'il a déjà raconté. Dean DeBlois l'a seulement fait pour remplir un contrat, pour éviter que quelqu'un détruise l'œuvre qu'il a en partie créée, et je trouve ça triste. Et je suis pas là pour dire que c'était une mauvaise décision de sa part, j'ai appuyé le fait que le film était clairement inférieur à son aîné, mais c'est pas pour autant que si on le prend à part, sans aucune connaissance de l'ancien, qu'il est mauvais. Il garde la structure d'un bon long métrage, même s'il l'affaiblit en la rallongeant, en l'expliquant trop, en enlevant les scènes essentielles et en rajoutant des inutilités qui diminuent la puissance du récit. C'est clairement pas le pire film de l'année, clairement pas le pire remake live sorti, et je suis quasiment sûr que c'est en tout point meilleur que Lilo et Stitch qui, de ce que j'ai compris, trahissait son modèle en plus de le rendre moins bon. Je pourrais vous conseiller de ne pas aller le voir, mais je sais pertinemment que ça va faire un carton. Ma salle était pleine, et le pire c'est que, malgré mes a priori, j'étais présent. So this whole thing put my convictions to the test, because I thought if I'm going to do it, then I have to try to preserve the heart and the personality and the grandeur and the wish fulfillment of it, or die trying.